Merci d'être là, tous. Je me présente devant vous en compagnie de mon spécialiste qui fait mon instruction depuis plusieurs années, M. Nicolas Mayer, qui est au premier rang, qui est un syndicaliste de la mer et une grosse tête de la mer, un connaisseur, un scientifique, et qui tout à l'heure me mettra ma note. Je vais voir ce que j'ai bien dit, tout ce qu'il fallait, ce que j'ai oublié, etc. Nous avons révisé ensemble. Pourquoi je m'intéresse à la mer? C'est drôle. Je n'avais pas envisagé de commencer un discours là-dessus. C'est vrai, je suis né à Tanger. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est de naître à Tanger. On dit qu'on est la personne d'un lieu, je ne le crois pas. Je crois qu'on est la personne qu'on construit. Mais il y a une manière de se construire différente, selon que l'on est en pleine terre, l'horizon borné par les montagnes, c'est une manière aussi de vouloir s'élever, ou que l'on a cette chance incroyable qui a été la mienne, que lorsqu'on se mettait au Cap Spartel, sur le bord du Cap, on voyait 70 km de plage pure. C'était le côté atlantique. Il y avait là des rouleaux énormes. Ma pauvre mère faillit une fois se faire emporter. Et de l'autre côté, c'était le Cap Malabata. Alors bon, quand on est dans l'Atlantique, je termine, on ne peut que rêver. Ce sont les horizons infinis, les terres nouvelles. Je continue à mon âge à parler de nouveaux mondes en parlant des Amériques. Et puis de l'autre côté, eh bien, c'est le Cap Malabata. Et au Cap Malabata, pour y aller, on commence par traverser un bois sacré pour les Romains. Et ensuite, on voit la bonne mer. La mer Méditerranée où est née notre civilisation, pour l'essentiel, dans un brassage extraordinaire. Et ce peuple qui tourne en rond depuis tantôt 2000 ans, avec des appellations nationales qui changent, mais que le teint de la peau, la frisure du cheveu, la manière d'écrire, la manière de manger, permet de reconnaître au premier coup d'œil. Alors, je suis enfant et amoureux de cet espace-là, que je trouve plus normal, plus légitime, en quelque sorte plus familier, que celui qui, paraît-il, nous unit aux Lettons, aux Estoniens, aux Lituaniens, pour lesquels j'ai la plus vive affection, quoique je n'en ai jamais rencontré aucun, mais de principe. Tandis que les Espagnols, les Italiens, les Algériens, les Marocains, et nous autres tous là, nous nous connaissons bien. Nous avons des milliers d'enfants ensemble, des petits-enfants, des cousins, des tontons, des tatas, des grands-parents. Et nous sommes, vaille que vaille, le même peuple. Cependant, l'appel de la mer a résonné en moi d'une autre manière quand il s'est agi de construire un programme politique qui fut en même temps un programme économique réaliste et qui corresponde à une certaine idée de notre grandeur collective. Nous autres, les Français, nous sommes comme ça, quel que soit le nombre de générations depuis lequel nous sommes Français. Les Français, il leur faut une ligne d'horizon très haute. Et à partir de là, dans leur tradition, qu'ils se transmettent et qu'ils le transmettent aux arrivants, l'État se met en mouvement, car l'État est notre premier bienfait, construit au fil des siècles. Avec leur État, ils se mettent au travail. C'est leur génie particulier. D'autres ont le génie du commerce, de l'entreprise individuelle. Nous, les Français, nous avons le génie de l'action collective à travers l'outil commun qu'est l'État. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de mer et de marine, commençons par nous souvenir que si vous voulez voir l'action de l'État telle qu'elle est dans ce domaine, courez dans la forêt de Joux, dans le Jura, et vous pourrez y voir les pins plantés pour la marine nationale, et qui sont là depuis 3 siècles, alors il en reste quelques-uns. C'est l'État, c'est nous. Nous sommes capables en 10 ans de mettre sur pied un réseau du nucléaire. Après, bon, nous ne savons plus en sortir, mais on est capable de le faire en 10 ans. Nous décidons que nous ferons des fusées. Au début, c'est pas des fusées, mais on fait semblant. C'est pas des fusées, ce sont des missiles balistiques intercontinentaux. Mais c'est ce qui nous permet notre indépendance nationale. Alors nous faisons des fusées.
Et nous sommes aujourd'hui le deuxième peuple au monde pour la contribution individuelle des citoyens au budget de l'espace. Le deuxième pays du monde. Et nous sommes capables de tirer une balle à 600 000 km de distance, de l'obliger à faire une petite orbite autour et poser dessus une petite mouche pour qu'elle observe aussitôt la glace et la composition de la patate gelée et ainsi de suite. Tels nous sommes, tels nous resterons. Et donc je me demandais par quel bout on pouvait se redonner le goût du futur devant quelque chose qui soit tellement grand, tellement immense, qui nous prenne le cœur, nous envahisse l'esprit et me permette de dire à tout le monde, allez au boulot maintenant, assez discuté. Bon, là vous retrouvez mon naturel, un peu impérieux, mais je crois que c'est comme ça qu'on fera. Et puis, chemin faisant, comme toujours, c'est le bonheur de la découverte et de l'apprentissage. Je me suis aperçu que la question de la mer, au fond, bâtissait quasiment une sorte de cosmogonie et peut-être un appareil symbolique pour parler de la collectivité humaine et de ce qui la dépasse en tant que collectivité humaine pour chaque individu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas penser la mer comme une flaque, ni même les mers comme une addition de flaques, ni les océans comme quelque chose de très grand où il y a plein d'eau. On est obligé de penser la mer comme la forme et la face la plus visible, la plus spectaculaire, la plus immense d'une réalité qui nous englobe tous, l'eau. L'eau. L'eau est au point de départ de tout. Et nous ne pouvons pas considérer la mer, les océans, autrement qu'à l'intérieur du cycle global de l'eau. Et ce cycle global de l'eau, bien sûr, il y a ce que vous en connaissez. Eh bien, s'il y a beaucoup d'eau, forcément, il y a de l'évaporation. Et s'il y a de l'évaporation, il faut bien que ça redescende. Donc il y a la pluie. Et s'il y a la pluie, alors il y a les vents. Et ainsi de suite. Ce cycle global qui va vous permettre d'avoir de l'eau douce. Ce cycle global qui va vous permettre d'avoir une agriculture. Et donc tous les produits qui vont avec. Et donc la possibilité pour l'humanité de se nourrir. Cela, vous le savez. Vous voyez les civilisations naître de l'eau et de rien d'autre. De l'eau, les plus grandes pour celles que nous connaissons nous. La civilisation égyptienne le long du Nil. Mais on pourrait évoquer les Chinois, qui eux ont construit la totalité du cycle de leur agriculture et de leur État autour des canaux et de la distribution de l'eau. Et jusqu'au détail, après tout, il n'y a pas d'écriture possible sans glaise. Et ben, c'est de la terre mouillée. Et l'on écrit dedans avec un bout de roseau. Une plante grande consommatrice d'eau. Alors ça, vous pouvez le comprendre, le voir et vous dire peut-être qu'il a tiré ça par les cheveux, en quoi ça nous fait une cosmogonie. Ah ben si, quand même, déjà. Ça montre un lien. Mais il y a plus profond que ça. L'eau est à la base des formes. De toutes les formes. Car tout est de l'eau. La partie qui n'est pas proprement liquide est infime. Les formes, la forme de l'écoulement de l'eau qui par nature doit s'écouler. D'abord parce qu'il y a la loi de la gravitation, et qu'il y a ensuite, quand l'eau des neiges fondues, des pluies est retournée à la mer, il y a le mouvement de la mer, qui lui nous met en correspondance avec l'univers le plus profond, à travers les mouvements de la Lune autour de la Terre, etc. Mais les formes, toutes les formes, suivent la forme de l'écoulement et les principes d'auto-organisation de l'écoulement de l'eau. Que ce soit la forme de vos muscles, la manière avec laquelle se disposent les os, non pas dans le corps, mais en tant qu'os. Et combien d'autres choses qui tiennent à la forme des coquillages, à la forme des organismes vivants. Si vous croyez voir un estomac ou un intestin grêle dans le ciel, sous la forme des nuages, c'est parce que c'est un intestin grêle et un estomac. Quant à la forme, pour la raison que le nuage, c'est de l'eau. Et que des variétures, invariants d'échelle, les mêmes mécanismes sont à l'œuvre, qui organisent la distribution du sang à travers les vaisseaux sanguins, gros et petits, ou les fleuves qui se jettent dans la mer, dans les deltas, avec leurs petits bayous. Né variétés, invariants d'échelle.
cette réalité profonde, cosmogonique, fait que vous autres, vous êtes composés de 75% d'eau quand vous naissez. Alors, ah bah tiens, c'est intéressant, je n'y avais pas pensé. Eh bien, tu ferais bien. Si jamais tu as soif, il ne vaut mieux pas attendre d'avoir soif pour boire. Si tu perds 1% de ton eau, parce que tu en perds tout le temps, alors tu auras soif. Mais si tu perds 10% de ton eau, tu auras des hallucinations. Et si tu perds 15% de ton eau, merci. Pour beaucoup, l'hallucination est commencée. Si tu perds 15% de ton eau, t'es mort. Il y a donc un lien très intime entre les êtres humains et leur rapport à l'eau, dont la mer et les océans est la forme la plus spectaculairement étendue et la plus spectaculairement autonome. 70% de l'espace de la Terre est rempli d'eau. Et de cet espace, on sait moins que de la surface de la Lune ou de Mars. 85% des espèces connues, ou des espèces, pardon, sont en mer. Et on continue sans arrêt à en découvrir parce qu'on est loin, très très loin de les connaître toutes. Très très loin. D'ailleurs, en 2014, on en a encore découvert 15 000. Non, 1500, pardon. 1500 espèces nouvelles. Je vous dis ça pour commencer à vous donner, jeunes gens, le goût de l'aventure extraordinaire qui se trouve en mer. Un monde entièrement nouveau, entièrement neuf, comme a pu l'être le Nouveau Monde pour certains. Un monde entier, quoi qu'il était déjà bien peuplé quand les Européens y sont arrivés, mais il a bien fallu que quelqu'un y arrive le premier. Ou peut-être celui que nous allons rencontrer dans l'espace infini, le jour où nous rencontrerons une autre planète capable de porter la vie. Un monde neuf, un monde inconnu, un monde à explorer, un monde plein de richesses. Je ne vous parle pas de l'or, de l'argent, du pétrole, non, du savoir, des choses qu'on a à y apprendre, et qui peuvent changer radicalement le sort de l'espèce humaine, au moment où sa civilisation rencontre l'obstacle que vous connaissez. La mer absorbe 25% du CO2 et 95% de la chaleur. C'est le plus gros régulateur climatique. Il est impossible de parler du climat, de ses perturbations, si on ne parle pas de la mer et des océans. Or, on n'a pas beaucoup parlé de la mer et des océans, pas assez à la COP 21. On est passé à côté du problème qu'elle soulève et des opportunités qu'elle nous propose. Tout ceci pour conclure sur ce premier point. La mer étant de l'eau, l'eau comme la mer sont un bien commun à tous les êtres humains. Il est impensable qu'elle puisse être appropriée, de la même manière qu'il ne serait pas acceptable que le vivant soit breveté, en tout cas à mon avis. C'est un bien commun. Et si c'est un bien commun, alors l'humanité tient la possibilité pour la première fois de se comporter en humanité, et non pas simplement en addition de nations. Nous avons déjà expérimenté ça. Par exemple, en Antarctique, c'est interdit de faire autre chose que des expéditions scientifiques. Alors j'aime bien vous dire que ça rôde autour, hein. Ah mais si, on pourrait quand même faire un petit trou. Ah puis là, il y a peut-être un peu de pétrole, juste un petit peu de pétrole, puis on va pas trop vous embêter. Ça tourne, ça rôde, mais c'est un bien commun. Et puis il y a un autre exemple, la Lune, c'est un bien commun. Les Américains peuvent toujours venir y planter leur drapeau, c'est à tout le monde. Et on est prié de ne pas laisser traîner trop de drapeaux. Il ne faut pas commencer à polluer. Hein. C'est à tout le monde. Il faut donc que, passé les zones économiques exclusives qui sont attribuées légitimement aux nations, il faut que, pour le reste, c'est-à-dire cet espace immense qui est considéré comme res nullius, qui n'appartient à personne, cet espace immense soit administré par un organisme mondial,
C'est-à-dire que l'ONU est le premier et le dernier mot à propos de cet espace. Nous avons besoin que dans cet espace, ce soit un espace de droit, c'est-à-dire de loi, de conventions internationales respectées, ayant les moyens de la force pour imposer, quand il le faut, la loi commune. Il le faut, mes amis. Et les Français doivent être les premiers à le demander, eux, qui ont un territoire maritime, dont je vais parler dans un instant, si étendu, et qui sont si directement intéressés à ce que, au-delà de leur zone exclusive économique, ce qui va se passer, se passe pour le bien de tous. Or, ce n'est pas ce qui est en train de se préparer. L'entrée en mer est inéluctable. Inéluctable. Elle répond à une dynamique particulière. C'est la dynamique du nombre. L'histoire des êtres humains est traversée de constantes qu'il est possible de repérer et dont on peut déduire des enseignements. On n'ira pas jusqu'à dire des lois, les lois de l'histoire. Chaque fois qu'on a pensé tenir le moyen d'en décrire, c'était toujours par un abus de langage, et ce peut être à la fin une violence. Mais des constantes, on les repère. Bon, moi j'appartiens à l'école du matérialisme historique, donc on m'a appris dans les écoles que j'ai fréquentées, du matérialisme historique, puis celle que j'ai moi-même animée, que l'histoire était l'histoire de la lutte de classe. Et par conséquent, le moteur essentiel de la civilisation humaine, c'était cette bataille pour l'appropriation des richesses. Je pense qu'en effet, c'est un moteur très important de l'histoire, sans doute même fondamental. Mais ce n'est pas le premier facteur à l'œuvre dans la dynamique de l'histoire. Le premier facteur à l'œuvre dans la dynamique de l'histoire, c'est le nombre. C'est sur cette idée qu'est construit ce livre, L'ère du peuple. Chaque fois que l'humanité double en nombre, elle double à la faveur de circonstances au départ particulières, une bonne année. Alors on a pu cueillir mieux que les autres années, si bien que les enfants ne sont pas morts cette fois-là, et qu'à leur tour ils ont eu des enfants. Et puis ensuite, parce que, à la faveur du nombre, cette particularité de l'esprit humain qui s'appelle la culture cumulative a permis que les bonnes techniques se répandent et que d'autres soient trouvées. Et donc, on a pu améliorer les performances pour nourrir les siens. Voilà. Et ainsi de suite, pendant 200 000 ans. Et chaque fois que l'humanité doublait, on repère dans un cycle, un rythme, encore une fois, peut-être l'ultime réalité matérielle de notre monde, que les rythmes et la musique qu'elle appelle. Qu'il appelle. Le rythme, c'est que chaque fois que l'humanité double, il se passe quelque chose qui change radicalement les conditions de vie des êtres humains. Alors ils inventent quelque chose. L'agriculture, la maîtrise du feu auparavant, bon, j'ai dit l'agriculture, la chasse, à la place de la chasse à l'élevage. On est passé de la cueillette à l'agriculture. Et puis à la pêche aussi, nous sommes en compétition. Au début, c'était une compétition aimable, qui est-ce qui avait son plus grand filet. Maintenant, c'est plus du tout aimable. C'est une vraie compétition pour accéder à la ressource. Et la tentation permanente de ne respecter aucune règle, quand elle devrait être plus scrupuleusement respectée que jamais, compte tenu du besoin et de la précarité de la ressource. Après, c'est les conflits territoriaux. Voici une île, personne n'avait jamais pensé à cette île, et tout le monde s'en fichait. D'ailleurs, à certaines heures, il n'y a plus d'île. Parce que la mer monte et descend, même au milieu de nulle part. Eh bien, si maintenant, ça devient un îlot stratégique. Et voici les Chinois en train de construire un aéroport sur un pauvre caillou qui se trouve là, pour y poser, y faire décoller des avions et s'approprier le territoire. Et les Japonais d'en faire autant un peu plus loin, et les Russes d'en faire autant, etc., etc. Les conflits territoriaux sont commencés. Et puis il y en a d'autres, dont vous n'entendez parler que de loin en loin. Puisque la glace fond, eh bien, de nouvelles routes s'ouvrent, mais pas seulement. À qui est le sous-sol que la glace a libéré? Personne n'y avait pensé jusque-là, mais maintenant tout le monde y pense. Est-ce que ce sous-sol et cet espace est nord-américain, danois, russe? À qui est-il? Partout la polémique est commencée, et donc partout le bras de fer. Encore une fois, dans l'océan, se réactivent des conflits qui jusque-là étaient à terre. Enfin,
les routes maritimes. On dit à l'instant, la calotte glaciaire fond. Alors j'espère que vous ne croyez pas que c'est ça qui fait monter l'eau, hein. Parce que moi je l'ai cru, non, pas du tout. Non, ah bah oui, mais ça mérite d'être dit. S'il y a moins de glace, ça pèse moins sur la flotte. Donc c'est le réchauffement qui fait monter l'eau. Parce que le liquide se dilate, il occupe les espaces, notamment dans les zones côtières, que l'eau douce que nous pompons comme des furieux libère, si bien qu'une partie de cette eau de mer va dans la terre, acidifie les sols, etc., etc. Je ne recommence pas la démonstration de tout à l'heure. Bon, mais ce n'est pas la seule conséquence. Ni même qu'on ne sache pas à qui appartient le sous-sol et qu'on sorte déjà les fusils pour avoir une bonne décision et créer une ambiance de travail. Il reste que, si on fait passer les navires par le nord, de nouvelles routes sont là. Bon, tout le monde comprend. Mais alors les anciennes routes sont abolies. Plus besoin de passer par le canal de Suez. Plus besoin de passer par le canal de Panama. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change non seulement que ce n'est pas le même endroit, et que donc ceux qui s'y trouvaient, qui en vivaient, auront à trouver une autre ressource, mais surtout, ça change la taille des navires. Parce qu'il n'y a pas de limite à la taille d'un navire. On peut faire des navires aussi gros qu'on veut. Et donc, si l'on change la taille des navires qui transportent les marchandises sans tenir compte de la largeur du canal, ça veut dire que la hiérarchie des ports et des installations portuaires aussi va changer. Et des installations à mettre en place pour dominer ou pas. Et que les routes connues changeront. Les escales connues changeront. Il y a là un très grand bouleversement qui vient de la modification du climat et du réchauffement de la planète et qui a une conséquence sur la mer et donc sur la Terre. La Terre, à cet égard, est, par rapport à la mer, en attitude de débit. Peut-être que si nous nous comportons autrement comme des sauvages, en entrant en mer, si au lieu de dire, allez, que chacun y aille comme il veut, comme c'était autrefois dans le Far West, paraît-il, va, avance-toi, prends tout ce que tu vois, et tout ce que tu peux attraper, ramène-le, c'est à toi. Si nous essayons d'y mettre de l'ordre, si nous décidons de le faire d'une manière sensée, planifiée, organisée, alors non seulement nous changerons le sort promis de la mer, qui est aujourd'hui d'être une poubelle, mais nous changerons nos manières d'être à terre. De ce point de vue, la mer est une espèce d'atout philosophique pour la Terre. Une opportunité de se comporter au niveau d'instruction et de culture qui est le nôtre, au lieu d'en rester aux mœurs du sauvage qui se jette sur tout ce qui bouge. Il va falloir avoir des comportements de cette nature. Tout à l'heure, on a salué la présence de l'ambassadeur de Bolivie. Sa situation est singulière. La Bolivie est un pays en plein développement. Mais la Bolivie a été privée de son accès à la mer au cours des guerres du passé. Et elle réclame la possibilité d'accéder directement à la mer. Son exemple est singulier, il y a des discussions qui ont lieu, on essaye de régler ça pacifiquement. En tout cas, le gouvernement bolivien veut que la question soit réglée pacifiquement. Et les gouvernements alentours, je crois aussi, et ont pris déjà des engagements. Nous allons voir comment tout ça va se conclure. Mais dites-vous bien que la situation de la revendication bolivienne concerne toute l'humanité. Car tous les pays qui n'ont pas accès à la mer et qui savent que c'est de ce côté-là que va se faire l'expansion humaine vont vouloir eux aussi avoir leur part du festin commun, s'il y a festin. Dans tout ça, nous autres Français, nous avons une immense responsabilité et une opportunité extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. Si on prend le total des terres émergées et immergées, nous marchons devant la Chine et même devant l'Inde. C'est pour donner une image. Naturellement, personne ne marche sur la mer. Il n'y a pas de mots pour faire des blagues tirées par les cheveux, mon cher président. La première des conséquences de cette manière de voir, c'est qu'il faut changer le regard
géopolitique sur notre patrie. Nous ne sommes pas le bout de l'Union européenne. Nous ne sommes pas une nation occidentale. Car l'Occident, ça concerne un bout de la Terre. Et nous, nous sommes partout. Nous sommes sur les 5 continents. Nous sommes dans tous les océans, dans toutes les mers. La France est une nation à vocation universaliste. La devise qui rassemble son peuple peut être mise en partage avec l'humanité entière. Liberté, égalité, fraternité. Ça ne renvoie à aucune identité religieuse ou ethnique particulière. Il n'y a pas écrit sur l'Assemblée nationale française « Den deutschen Volk », c'est-à-dire le peuple au sens ethnique. Il est marqué juste une devise que vous connaissez et que je viens de nommer. Nous devons assumer notre vocation universaliste. Nous rappeler que notre plus longue frontière est avec le Brésil et pas avec l'Allemagne, par la Guyane française. Que nous avons avec la Polynésie française un territoire égal à celui de toute l'Union européenne et de toute l'Europe, entre terre et mer. Il faut changer son regard, partir de cette réalité magnifique et splendide, plutôt que par le sentiment étriqué et mesquin d'un pays qui se demande s'il n'est pas au seuil de la mort, parce que son grand voisin est peuplé de personnes âgées, qui fournissent le modèle économique de tout le continent, au lieu de se préoccuper de son immense jeunesse et du fait qu'il va être la première population du vieux continent, bientôt, et comme je le dis souvent, en résumé, comme les Français sont les plus nombreux, c'est rock'n'roll pour tout le monde. La dernière fois, c'était en 1789. Hop, un petit coup de volcan, qui vous fait une mauvaise récolte, et c'est parti. Bon, je ne vais pas revenir sur l'importance du nombre, mais ça compte, ça détermine des politiques. Vous ne pouvez pas avoir la même politique si vous voulez simplement remplir des carnets de retraite par capitalisation, et si vous avez des retraites par répartition, et que vous avez des milliers de jeunes qui ont besoin d'écoles, de routes, d'hôpitaux, de maternité pour mettre nos enfants au monde et s'en occuper correctement, et ainsi de suite, et nos anciens aussi, parce que nous voulons nous en occuper correctement. La mer nous trace un autre regard sur nous-mêmes. Il faut l'accepter. Il faut sortir du déni de réalité, qui est l'image de cette France qui aurait par hasard les pieds dans l'eau. C'est le 2e territoire maritime du monde. Alors, tout ce dont on a besoin, on va le trouver là. Et d'abord, notre devoir à l'égard de l'humanité universelle. Nous devons sortir des énergies carbonées. C'est une nécessité absolue. C'est en mer qu'on va trouver ce qu'il nous faut. Pas seulement pour sortir du pétrole, j'y viens, mais aussi du nucléaire. Car si on ne va pas jeter la pierre à ceux qui ont inventé la filière nucléaire et qui croyaient bien faire, en attendant, maintenant, on sait que c'est dangereux. Et on sait que quand la mer monte et qu'il y a un tsunami, elle ne passe pas sur des cabanes de pêcheurs, le tsunami. Il passe sur des centrales nucléaires. Et nous, les Français, nous sommes concernés par ça. Nous avons la centrale de Blaye. Je vais d'une réunion à l'autre le répétant. En 1999, avec un creux de 7 mètres de vague et un vent à 140 km à l'heure, un ingénieur a compris que dans de telles conditions, il fallait arrêter la centrale parce que les prises d'eau froide pour refroidir le moteur allaient se boucher du fait des alluvions. Et ça s'est bouché. Heureusement, il a arrêté avant la centrale. Donc nous sommes concernés par tous les événements liés aux situations climatiques extrêmes, mais même aux ordinaires. Car autrefois, la vague exceptionnelle en mer, n'est-ce pas, c'était 20 mètres. Aujourd'hui, c'est 40 mètres. J'ai peine à m'imaginer ce que c'est qu'une vague de 40 mètres. Ce mur qui arrive vers vous en cauchemar. Quand j'étais petit, les vagues qui se fracassaient au Cap Spartel, ça me glaçait. Qu'est-ce que c'est 40 mètres? Tu as trouvé ça normal, toi, 40 mètres. Ça fait un immeuble de combien? Tu ne sais pas? 13 étages. Hein? 13 étages. 13 étages. L'énergie, nous pouvons la prendre dans la mer. La mer contient 75 fois l'énergie dont la Terre a besoin aujourd'hui telle qu'elle est. C'est la première fois qu'on a une ressource bien supérieure aux besoins actuels et où on n'est pas en dette.
La mer contient cette énergie à condition d'aller la chercher. Comment et où la trouver? Les éoliennes, oui, bien sûr. Les hydroliennes. Les éoliennes, j'ajoute, bien organisées. Un parc d'éoliennes en mer, si possible loin, parce que quand même c'est moche, on peut le dire, avec son parc d'algues autour. Voilà comment il faut travailler. Et puis penser à produire les navires de service pour faire le lien, si possible pas remplis d'amiante, pour qu'on s'évite le ridicule de la dernière fois avec notre porte-avions qui errait sur les mers parce que personne ne voulait s'en occuper et qu'on a fini par refiler aux mômes qui ont été démontés dans la bouillasse. Oui, c'est comme ça que ça s'est fini. Nous, la grande puissance, voilà à quoi nous sommes, dans quoi nous avons échoué. Alors, les hydroliennes, les éoliennes, les machines qui fonctionnent à la différence de température entre le fond de la mer qui est froid et la surface qui est plus chaud, les degrés de salinité de l'eau de mer, combien d'autres choses, la houle surtout, surtout la houle. Bon, c'est encore, paraît-il, un peu expérimental. Et puis bon, quand ça se décroche, hein, c'est pas fameux, ça part tout sous le rivage. Mais il y a d'autres systèmes, il y a la place. L'énergie s'y trouve. S'y trouvent aussi les moyens de pourvoir dans le quotidien au remplacement des plastiques. Car le plastique est devenu un objet terrifiant, puisqu'il n'est pas biodégradable, mais d'une utilité constante. Nous autres, les Français, nous savons faire, à partir des algues, du plastique. Je n'ai pas amené avec moi ma petite carte. En algues, je vous jure que c'est confondant. On croirait de la corne d'os. Non, ce sont des algues. Et c'est biodégradable. On peut par ce moyen, je prends que cet exemple, remplacer des productions qui nous paraissent pour l'instant indépassables, mais qui sont très faciles à dépasser. De même, nous avons une ressource pour les biotechnologies. Alors là, écoutez, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, je suis incapable de me rappeler du nom de ces choses. La Chlamydomonas reinhardtii est un excellent exemple des potentiels offerts par les algues. Vous le saviez, hein. Elle offre autant de possibilités dans le domaine de la santé que dans celui des biocarburants. Une fois travaillée en laboratoire par transgénèse, cette algue produit une protéine permettant à la fois de cibler les cellules cancéreuses et de libérer la toxine permettant de les tuer, ou tout au moins de ralentir le développement des tumeurs. Les potentiels identifiés pour lutter contre le cancer, voire contre la maladie d'Alzheimer, font espérer aux chercheurs des solutions d'avenir pour ces maladies. L'antiviral Zovirax, par exemple, est tiré de molécules isolées issues d'éponges des Caraïbes. Il s'agit d'un antiviral puissant permettant de prévenir les infections chez les patients immunodéprimés. Le ziconotide, composé d'une molécule issue d'un cône marin, est un antidouleur si efficace qu'il est assimilé à la morphine, etc. Il y en a 2 pages comme ça, en passant par le verre qui produit du sang humain. Je vous ai dit qu'on a trouvé 1500 espèces nouvelles en 2014. La mer est un trésor de savoir, pour autant qu'on veut bien les chercher. Et nous devons le faire. Parce que nous avons cette responsabilité devant l'humanité. Parce que nous savons le faire. Et que nous avons la possibilité de le faire. Et qu'il y a des tas de pays où on peut décider ce qu'on veut, il n'y a personne pour le faire. Parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre assez éduquée, on n'a pas les chercheurs, on n'a pas les hauts niveaux d'éducation auxquels nous sommes arrivés. Et quand vous vous baladez un peu dans les régions côtières, vous verrez qu'il y a plein de gens qui savent faire plein de choses dans les domaines les plus pointus qui feraient de nous tout aussitôt une nation extraordinairement avancée pour le nouvel âge de l'humanité. L'âge de l'homo urbanus maritimus, dans lequel nous sommes entrés. L'anthropocène, comme on dit. Moi, j'aime mieux Homo urbanus maritimus. Anthropocène, c'est pour l'air en général. Et de la même manière, la question de la nourriture. Enfin, mais qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez continuer à manger du steak comme vous le faites? Ce n'est pas possible. Et je suis un ami de la production animalière et j'aime les steaks. Il n'y a pas de problème. Mais comme j'ai l'intention d'empêcher ceux des autres d'arriver, dans mon pays, j'ai trouvé 2 ou 3 idées pour, par les normes, le faire. Non, ça, j'aurais pas dû le dire. Maintenant, trop tard, c'est filmé et enregistré. On va voir mon mauvais esprit européen apparaître. Je veux vous dire que pour produire une protéine animale,
il faut 10 fois plus ou 100 fois plus d'eau que pour une protéine végétale. Que notre mode alimentaire n'est pas soutenable. Nous consommons 3 fois plus de protéines carnées que dans les années 50. Avez-vous l'impression qu'on aille mieux? C'est une mode. Il vous faut au contraire, bien sûr, il y aura toujours de la viande disponible, notamment parce qu'il y a des élevages. Mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et vous ne pouvez pas vous imaginer que quand 40% des terres cultivées servent déjà à nourrir du bétail, vous allez continuer à développer ça. Parce qu'il y a des êtres humains. Et que vous n'irez pas d'un lien direct du végétal en passant par l'animal, qui est la méthode la plus pauvre pour transformer une protéine végétale ou de l'énergie en protéine consommable par l'être humain. C'est la pire des méthodes, c'est faire transiter ça par un animal. C'est ce qu'il y a de plus pauvre. C'est là qu'il y a le plus gros gâchis en cours de route. Quand vous avez déjà 40% des terres qui sont consacrées à ça, stop! Il faut changer de méthode. Et donc, vous devez passer aux protéines végétales. Alors, faites pas les écœurer si je vous avais dit que vous allez manger des insectes. Mais non, les protéines végétales, c'est notamment celles que nous pourrons avoir par les algues, où il n'y a besoin d'aucun intrant. Aucun. Plus de nitrate, plus de pesticides, aucun. C'est très simple. Vous mettez ça de flotte, vous creusez un trou, mettons ça. Vous mettez du fil de fer, ou du fil de ce que vous voulez. Vous mettez une petite algue à un bout, et tchouf, elle pousse autour. Et voilà. L'affaire est dite. J'en avais une autre qui me brûlait la bouche, mais bon, c'est l'affaire est dite. Plus de concessions philosophiques, ça suffit pour aujourd'hui. Mes amis, il se produit de 12 à 14 millions de tonnes d'algues dans le monde. Et nous autres, les Français, avec nos 1000 km de côte, je parle que de l'Hexagone là, combien on en fait, malin comme on est? Je vous parle de 14 millions de tonnes, et nous, combien on en fait? 70 000. Même pas de quoi mettre dans notre jardin. Est-ce qu'il n'y a pas là une possibilité extraordinaire de développement? Vous savez combien il y a de variétés d'algues? Parce que là, je vous parle de celles que vous connaissez. Plus de 200 000. Ça en fait des choses à trouver dans ces plantes. C'est un espace de recherche considérable. Cherchez, vous trouverez. C'est Picasso qui disait ça, probablement. Je cherche pas, je trouve. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, c'est la vérité scientifique. On trouve en général pas ce qu'on cherchait. Par conséquent, avec 200 000 espèces, il y a de quoi faire. Enfin, pour aller vite, je viens sur la question du transport. 90% du commerce mondial se fait par la mer. Alors, je me dispute avec Maillard, on n'est pas d'accord, on va voir ça tout à l'heure un peu mieux, mais au calme pour voir si par hasard on ne dit pas la même chose. Il dit que ça fait que 3% de la contribution au gaz à effet de serre, c'est ça? Oui, tu dois avoir raison. Mais par contre, la proportion des pollutions liées au soufre et à tout ce qui va avec, je sais que nous avons voté un protocole sur la question il n'y a pas longtemps, est considérable. Et le problème de la propulsion en mer, comment faire se développer, quelle est l'énergie que nous allons mettre à l'œuvre pour faire se développer nos navires, pour se faire se déplacer nos navires, est une question qui est posée et qu'il va falloir qu'on règle. C'est pas très compliqué non plus, hein. On sait le faire, c'est pas, on n'est pas en train de vouloir inventer le machin là pour se transporter sans lien physique, hein. On sait le faire. Les moteurs à hydrogène en particulier, moi on m'a dit que c'était une très bonne piste, mais il y en a d'autres déjà qui sont en marche. En tout cas, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer d'une manière générale. Moi déjà, le transport maritime, je suis pour. Que 90% du commerce mondial se fasse par transport maritime me pose un problème. C'est la place du commerce mondial dans la vie des économies nationales. Parce que c'est absurde, ce grand déménagement permanent du monde. Hein? Et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de navires pour transporter des grosses quantités de marchandises avec des marins payés au lance-pierre. Passons sur les marins, après tout, ville piétaille, mais qu'on transporte autant de marchandises pose un problème. Parce que, et comme on a créé beaucoup de bateaux, parce qu'il y avait beaucoup de marchandises à transporter, du coup, le prix a encore baissé, et pendant un moment, on va se manger toute cette flotte, on va l'avoir sur les bras, qui transportera à peu. Et ça, c'est une incitation permanente à la délocalisation.
Car si le transport coûte si peu, et s'il ajoute si peu au prix de la marchandise, alors pourquoi se priver de délocaliser? Non pas sur la base d'un avantage comparatif quelconque, mais sur la base du dumping social qui permet de mettre en compétition une production entre la France et par exemple la Chine, où un composant électronique est exactement de même nature, qui est exactement au même niveau de performance technique, mais il vaut là-bas 49 fois moins cher qu'ici, parce que la personne est moins payée. Ça n'a donc aucune justification technique, aucune justification tirée du XVIIIe siècle, si chère à notre président de la République, qu'il en vient à citer Jean-Baptiste Say comme un modèle de pensée économique, alors il y a quand même déjà plus de 2 siècles qu'on sait que tout ça est assez dépassé, et que ça nous rafraîchit même les marxistes en penseurs contemporains, donc ils ont 2 siècles d'avance sur le Jean-Baptiste Say en question. Mais enfin, tout ça est absurde. La libre circulation des marchandises est une idée abstraite, dès lors qu'elle débouche sur la dévastation des appareils de production qui pourraient être relocalisés. L'intérêt de l'écosystème, c'est qu'on relocalise tout ce qu'on peut relocaliser. Et ce qu'on ne peut pas relocaliser, certes, qu'on le fasse par l'échange, mais un échange coopératif, pas un échange sauvage. Pas je produis à moins cher et ensuite je le déverse chez toi et je tue toute ta production et toutes tes capacités intellectuelles et matérielles. Le transport maritime représente pour nous un enjeu, mais c'est un enjeu que nous devons maîtriser. La discussion ne doit pas se limiter simplement à la question du statut social des marins. Ce n'est pas la seule question. Les autres questions qui sont posées, c'est comment on remet le cabotage à l'ordre du jour. C'est-à-dire le transport par la mer, le long des côtes, de bien des choses qui n'ont pas besoin à partir de là de passer par la terre, par les camions et le reste. Et une fois qu'on fait du cabotage, alors nous avons le droit d'appliquer dans notre pays ou en Europe, si on y tient absolument, et si par hasard on arrivait à s'entendre, une règle qui voudrait que ne circulent le long de nos côtes et ne s'arrêtent que les navires construits en Europe et sinon en France, avec du personnel que européen ou sinon français, et avec un statut social que européen ou sinon français. C'est-à-dire exactement ce que font les États-Unis d'Amérique depuis 1920. Et entre-temps, il n'y a eu aucune révolution communiste dans ce pays. Par conséquent, c'est pas un minimum de bon sens qui dit qu'il vaut mieux avoir à portée de main son personnel, ses moyens maritimes, pour les maîtriser et savoir ce qu'on est en train de faire, et pas s'abandonner au moins-disant social comme vertu suprême du commerce et de l'échange. Vous voyez, il y a un lien, et maintenant je finis, entre une vision de la globale du monde, qui part des biens communs. J'admets parfaitement qu'on peut partir d'autres prémices. Je comprends très bien qu'y compris dans les motivations humaines, on vienne à dire que la compétition joue un rôle que rien n'éteindra jamais. J'en conviens. Je le sais bien. Mais je dis que la limite qui doit être apportée à la compétition, ce sont les devoirs de la solidarité. Parce que c'est la solidarité qui a permis à l'espèce humaine d'être au point où elle en est aujourd'hui. Là où la solidarité l'a emporté, les groupes humains ont été plus forts et plus nombreux que là où elle ne l'a pas emporté. Et les individus qui ne se sont pas pliés à la solidarité du groupe ont été bannis par les groupes et ont disparu. C'est pourquoi la solidarité est ancrée dans notre code comportemental. Alors, non, je ne fais pas partie de ceux qui vous diront que la mer est un nouvel espace de la compétition. Et que là aussi, il faut arriver avant tout le monde pour tout prendre et empêcher les autres de venir. Oui, il faut empêcher les autres de venir. Bien sûr. Nous avons des devoirs de police, en particulier les pirates. Vous le savez, vous, que la piraterie, c'est un nouveau problème pour la mer? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller chercher le grand Pompée, qui avait vaincu les pirates en mer. Les pirates sont là. Le commerce mondial a créé cette situation. Bien sûr, ce n'est pas le principal problème. Mais c'est une vision globale du monde que celle qui part des biens communs, de l'envie de coopérer et du goût d'être l'humanité. De ne pas l'être simplement comme un en soi, mais de l'être pour soi, avec des législations qui le rendent possible, puisque nous avons l'occasion de le faire, avec cet espace dont je vous ai parlé un instant, qui est entre nos zones économiques exclusives. Mon idée est que pour relancer la France, il faut la relancer avec un grand horizon. Bien sûr qu'il faut la relancer, bien sûr qu'il faut relancer l'activité. Mais il faut le faire d'une manière écologiquement responsable. On n'a pas le droit de se dire « on verra après ». On n'a pas le droit de se dire « n'importe quel emploi du moment que c'est de l'emploi ». Enfin non.
Bien sûr, le travail n'est pas qu'une peine, on le sait tous. C'est aussi un épanouissement personnel, quel que soit le travail que l'on fait. On aime le faire bien. Et le travail est toujours d'une façon ou d'une autre une œuvre pour celui qui l'accomplit. Nous le savons. Mais néanmoins, nous ne rêvons pas de travailler nuit et jour, comme le voudrait Madame El Khomri, et même en deuil. Ce n'est pas un horizon de la vie, ça. La vie, c'est tout le reste. C'est notamment s'occuper des siens. Pourvoir aux besoins du couple, de la famille, des enfants. Ça demande du temps, tout ça. Et il faut qu'on ait ce temps pour pouvoir en cueillir les petits bonheurs simples qu'il contient. Et oui, c'est à ça que nous aspirons. Alors, relancer l'activité d'une manière écologiquement responsable, nous avons quelque chose, la mer. Et nous avons, nous, les Français, la mer. Peut-être que si j'étais bolivien, je dirais autrement. Je dirais on a la montagne. Nous, on a la mer. Un espace immense. Et avec ça, on relance toute l'activité. Algoculture, biotechno, transport, fabriquer les bateaux, les démonter. Il y en a plus de 3500 à démonter. Les fabriquer, inventer les nouveaux moteurs. Recommencer la part de marine à voile qu'on est capable de faire. Disons au vent, je ne devrais pas dire à voile. Etc., etc. Un espace formidable d'invention, de création. Allez, 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 au boulot. Il va falloir vous y mettre. Arrêtez de regarder la pointe de vos chaussures pour penser à cette grande chose qu'on va faire. Pour ça, aujourd'hui, c'est 300 000 emplois à la mer. Ça, vous ne le savez pas non plus. 300 000 emplois. C'est plus que les paysans, il y en a 200 000. Vous me direz, les étudiants, il y en a 2 millions. Ça en fait des marins potentiels. Parce que vous savez, chaque fois qu'on fait un plan, moi j'adore ces moments-là. Quand je suis avec mes camarades, hein, alors on fait un plan agricole, magnifique. Il y a plein de choses de prévues, tout ça. Bon, alors c'est bien, ça va faire 400 000 emplois. Ils sont où? Qui c'est qui veut les faire paysans? Personne ne sait. Comme si ce n'était pas une question. On ne va pas les déporter, on ne va pas prendre les gens pour leur dire « toi, tu vas à la terre ». Et clairement, personne n'ira vivre à la terre comme vivait la génération précédente. Personne. L'autre jour, j'étais dans une petite entreprise qui vit avec 70 vaches. Ben, je vais vous dire, hein, la fille, la première que j'ai vue, au début, faisait comme ça, les joues rouges, tout ça, la fermière, la crémière, la presse locale, un mauvais goût incroyable. Bon, évoquer la crémière, bon, très bien, sauf que la crémière, elle était bac pro et BTS. Et l'autre qui faisait le yaourt, ingénieur agricole. Et ces gens-là, ils vivent à 9 sur une entreprise où il y a 70 vaches. Et 50 hectares à peine. Ça veut dire que c'est le top de la connaissance du métier et des process de production. Parce qu'ils ne déversent pas de nitrate et ils ont des vaches totalement archaïques qui ne mangent même pas de farine animale, qui mangent de l'herbe. Ça veut dire que le développement auquel nous aspirons, c'est un appel à la science et à l'intelligence. C'est pas retourner, comme disent quelques crétins, à la bougie au fond des cavernes. C'est le contraire. C'est le contraire. Par conséquent, aujourd'hui nous avons 300 000 personnes. Ce que je viens de vous raconter, d'après leurs chiffres à eux, qu'on verra dans mon bureau, il y a de quoi doubler cette population active et passer à 300 000 postes de travail supplémentaires, sans compter le tourisme. 300 000 postes de travail supplémentaires. Ça va vite, hein? 300 000 ici, 400 000 à la terre, etc., etc. Ça fait du monde. Ça veut dire que c'est du monde à former. Parce que vous improviserez pas dans ces questions-là. Ce sont des domaines très pointus. Je viens de le dire. Et donc, il faut planifier. La planification est un besoin. C'est le rétablissement des droits du temps long dans l'économie humaine. Le temps actuel de l'économie, c'est le temps court, c'est le temps instantané, c'est le temps à la nanoseconde de la transaction financière. Ça ne sert à rien. Voilà comment ça va se passer. On a donc besoin de planification écologique. D'abord, pour produire le nombre de jeunes gens, nous avons besoin de temps long, de coordination, de formation. Et je vous l'ai dit, c'est un immense gisement d'emploi, mais surtout, c'est un immense gisement de rêve, de grandeur, de beauté, d'intelligence.